Je vais passer la parole à Jacques Gauthier. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous féliciter pour l'organisation de ce colloque. Je crois que vous mettez le doigt où il faut le mettre et je constate que votre action est un peu parallèle de celle que conduit actuellement, et je le salue au passage, le vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jacques Maire, qui travaille en lien direct avec les députés du G5 pour essayer d'organiser quelque chose. Et donc, bravo de savoir Assemblée et Sénat conduire ce travail en amont pour nous rapprocher et arriver à des réponses communes. Alors, on m'a demandé de vous parler de l'opération Barkhane. Vous comprendrez aisément qu'auparavant, je dois revenir un instant sur le passé et le contexte général. Je ne vous parlerai pas des 4 premières guerres Touareg, 63 à 2010. M. Salem et l'ambassadeur Châtaignier les ont évoquées. Je voudrais m'attarder un instant sur 2011. Plusieurs groupes Touareg, souvent animés, cela a été dit, par d'anciens militaires de l'armée de Kadhafi, ont fusionné pour créer le MNLA, Mouvement national pour la libération de l'Azawad. Mais contrairement aux précédentes rébellions, qui ne visaient qu'une plus grande cause de la reconnaissance Touareg, ce mouvement a demandé, d'une part, la dénonciation des accords d'Alger de 2006 et l'autodétermination et l'indépendance de l'Azawad. Et très rapidement, le MNLA s'est associé à un groupe radical, Ansar Eddine, et ils ont lancé ensemble une offensive vers le sud, s'emparant de la région de Kidal, de Tombouctou et de Gao. À ce moment-là, d'autres groupes armés terroristes et djihadistes autour d'Aqmi et du Mouchiao se sont alliés avec Ansar Eddine pour défaire le mouvement Touareg et dominer cette zone. Et vous le savez tous, vous vous en souvenez, c'est le début d'une période de domination par un islam radical qui était étranger à la région, avec une application intégrale de la charia, la destruction du patrimoine culturel et religieux de la région. C'est la partie noire qui nous avait mobilisés sur les médias occidentaux. Force est de reconnaître que les forces armées maliennes, qui comportaient de nombreuses faiblesses, ont été battues rapidement et qu'elles ont reflué vers le sud. Et toutes les tentatives africaines ou internationales n'ont pas eu d'effet sur le terrain. Et vous savez qu'au début de l'année 2013, les GAT, groupes armés terroristes, qu'on a appelés aussi les GAT, groupes armés djihadistes, ont lancé une offensive vers le sud sur la boucle du fleuve Niger, la ville de Konna, et visant la ville de Sévaré avec un aéroport. C'est une porte ouverte sur Bamako et c'est l'existence même de la République du Mali qui était menacée. Le 10 janvier 2013, j'essaie de passer vite, le président par intérim du Mali, Diokounda Traoré, adresse une demande d'aide à la France au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le président Hollande décide alors une intervention militaire avec un triple but. Premièrement, stopper la progression des GAT, reconquérir la boucle du Niger et libérer les villes. Troisièmement, réduire les sanctuaires djihadistes. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013, les forces spéciales françaises qui sont là stoppent l'avance terroriste dans la région de Mopti et des interventions aériennes depuis le Tchad, mais aussi depuis la France. La projection de troupes terrestres avec leurs équipements venus du Tchad, de la Côte d'Ivoire ou déployés depuis la France permettent en quelques jours, dans le cadre d'une opération militaire parfaitement préparée et réalisée, de mettre un terme à cette menace djihadiste vers le sud du pays. Très rapidement, les unités françaises de l'opération Serval entament les phases 2 et 3 en déployant successivement des actions aéroportées, parachutées ou terrestres. Cette opération, appuyée par des éléments de la MISMA, notamment tchadienne, connaissent de vrais succès, appuyée par des frappes aériennes, et rapidement la région est de Gao est sécurisée et l'Adrar des Ifoga, le grand sanctuaire, est réduit. À l'époque, 600 combattants neutralisés, plusieurs tonnes d'armes et de munitions récupérées, les flux logistiques sont coupés. À l'époque, l'état-major français et des experts comme Bernard Lugan avaient rappelé que l'opération Serval n'avait pas éliminé le terrorisme au Mali et encore moins au Sahel. Elle a par contre largement détruit sa capacité d'action à grande échelle, perturbé ses réseaux de recrutement et de financement, ses activités criminelles, ainsi que son développement vers l'Afrique centrale. Les questions de retour à l'état de droit
du développement, du renforcement des capacités réelles des institutions maliennes, y compris en matière de lutte contre le terrorisme, sont donc devenus des défis majeurs qui sont toujours pendants. Et l'ONU, à l'époque, a défini une démarche intégrée pour le Sahel afin d'essayer de répondre à ces préoccupations. Mais il est très rapidement apparu aux pays de la zone, aux pays partenaires et à la France, que la réponse aux actes terroristes ne pouvait être que régionale, compte tenu de la porosité des frontières pour les nomades, les trafiquants et les terroristes. Je vous rappelle que la zone, je ne crois pas que la carte ait été projetée, c'est 1600 km du nord au sud, 4200 de l'est à l'ouest. C'est une zone grande comme l'Europe. Le 1er août 2014, la France lance l'opération Barkhane, qui n'est pas une simple opération militaire. Je voudrais le répéter, qui n'est pas une simple opération militaire. Bien au contraire, elle repose sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne et vise en priorité à favoriser l'appropriation par ces pays de la lutte contre les groupes armés terroristes sur l'ensemble de cette zone que j'évoquais, la voilà, grande comme l'Europe. Cette logique de partenariat structure en fait toutes les actions de Barkhane, y compris avec les autres forces engagées dans le processus de stabilisation. Bien sûr, la MINUSMA, EUTM Mali, et puis les forces armées des pays concernés. Barkhane, c'est malgré tout des moyens limités. Vous savez que la France est engagée sur d'autres fronts, qu'elle a l'opération Sentinelle sur son territoire national, puisque nous-mêmes, nous n'arrivons pas à empêcher tous les attentats terroristes. Alors, nous sommes malvenus pour donner des leçons aux autres. Nous essayons de faire le travail. Nous n'engageons en permanence que 4500 militaires dans l'opération Barkhane, bien sûr, avec des véhicules blindés, des moyens logistiques, une dizaine d'avions de transport tactiques et stratégiques, des drones qui sont basés à Niamey, des avions de chasse qui sont déployés à Djamena et à Niamey, et surtout de nombreux hélicoptères qui sont indispensables compte tenu de l'étirement de cette zone que j'ai évoquée. Vous devez savoir que ces troupes tournent en rotation tous les 4 mois environ, et l'ensemble des unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air sont ainsi à tour de rôle déployées. Chaque année, c'est donc 13 500 hommes qui passent par la zone sahélo-saharienne, chiffre auquel il faut ajouter les hommes des forces spéciales de la Task Force Sabre, qui effectuent des missions ciblées sur des objectifs prioritaires. La MINUSMA des Nations Unies est un acteur majeur dans la résolution du conflit au Nord Mali et elle est pour la France un partenaire privilégié. Vous savez que son état-major est basé à Bamako et qu'elle est présente sur des grands pôles à Gao, Kidal et Tombouctou, mais aussi qu'elle est présente sur le territoire en complément des points français. Elle est forte, elle, de 13 200 hommes et 1920 policiers. Et les priorités de la MINUSMA ont été fixées dans la résolution 2364 du 29 juin 2017. Je vous les rappelle parce qu'elles sont importantes. Appuyer la mise en œuvre de l'accord pour la paix du 20 juin 2015. Rétablissement et expansion progressive de l'autorité de l'État, en particulier au nord et au sud du pays. Protection des civils, le secrétaire général le rappelait, menacés, stabilisation des principales agglomérations et des zones à risque. Signalons aussi que cette résolution rappelle que les soldats français sont autorisés à agir en appui de la MINUSMA. La MINUSMA, c'est un rappel, donc les liens avec la MINUSMA, essentiels, même si nous savons qu'elle a un mandat limité, elle a besoin d'un mandat d'imposition de la paix et pas simplement de maintien de la paix, et puis certains contingents ont des faiblesses. EUTM, je passe, vous savez que c'est la formation des soldats maliens, 10 000 y sont passés, mais c'est une formation initiale qui manque encore de moyens. Et puis, il y a ce G5 Sahel, indispensable, qui a été constitué par les présidents responsables des 5 pays, et cette force conjointe qui est nécessaire demain et que Barkhane, comme la MINUSMA, comme EUTM, doivent préparer pour que progressivement, elle puisse se substituer, en respect de l'état de droit et sous la responsabilité des autorités civiles, pour conduire les actions qui permettront à terme d'apporter la stabilisation en ce pays. Mais pardonnez-moi, Madame la Présidente, il est évident qu'on peut parler d'action militaire si on ne parle pas à côté d'action de développement. Et il est évident que l'aide au développement a des projets structurants
à l'agriculture, à l'éducation, à l'émancipation de la femme, mesdames, à une transition démographique, ça a été beaucoup évoqué, à la lutte contre la corruption. Et je pense que l'Alliance Sahel, qui vient de lancer des initiatives, annonce 6 milliards d'euros pour 500 projets dans les 5 ans. Encore faut-il que les financements soient là, mais c'est quelque chose qui devrait nous permettre d'accompagner. Un militaire, chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, aimait à rappeler que gagner la guerre ne suffit pas pour gagner la paix. Vous l'avez compris, au Sahel comme ailleurs, l'aide au développement, la lutte contre la pauvreté, contre toutes les faiblesses locales, seuls permettront d'aller vers la stabilisation. Je vous remercie. Pardon, Madame la Présidente. C'était un plaisir d'entendre Jacques Gautier, qui est toujours aussi technique et efficace, et qui est un si bon spécialiste.